Un succès sans successeur est un échec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission. Vous nous suivez de partout. Merci pour cette fidélité. Monsieur Riben Tikangoumou, face à l'actualité ce matin, eh bien l'actualité c'est l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis, la déclaration des principes à Doha, le procès de l'ancien ministre de la Justice, Costa Mutamba. Et aussi, on parlera des structures à Kinshasa. Monsieur Riben, bonjour et bienvenue. Bonjour. La santé, ça va? Très bien, merci à vous-même. Mais avant tout, nous voulons quand même que vous puissiez nous éclaircir sur les Congo gagnants. Voilà, les Congo gagnants, comme vous venez de le citer, c'est une structure citoyenne. Une structure citoyenne, une structure de sensibilisation. Parce que nous constatons plutôt dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes qui ont une mentalité pessimiste, une mentalité de défaitistes. Alors à travers ces structures citoyennes, nous voulons impulser une certaine forme de sensibilisation pour pouvoir changer leur tête. Parce que quand la tête, quand on est défaitiste, quand on est de mauvaise humeur, nous ne pouvons pas faire avancer les choses. Et comment ça va se passer? Ça va se passer par les dialogues, ça va se passer par l'approche, la proximité, faire des descentes sur terrain, parler aux jeunes gens, leur expliquer qu'il y a encore de l'espoir dans ces pays. Êtes-vous satisfait déjà maintenant? Mais oui, de votre parcours, de tout ce que vous faites? Est-ce que la jeunesse arrive vraiment à s'adapter facilement? Oui, la jeunesse y répond favorablement à nos descentes, nous arrivons à échanger, on sent que les jeunes aussi sont disposés. Sauf que comme je viens de le dire au début, il y a un problème de mentalité. Ils ne pensent que rien ne va changer, rien ne va bouger. Mais en essayant de leur parler, en essayant de leur faire voir les choses d'une autre manière, j'espère que les choses vont évoluer. Un défi reste à lever, c'est l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise qui pose sérieux problèmes. Est-ce que pensez-vous qu'avec Congo gagnant, ça sera facile? Avec Congo gagnant, ça ne serait pas du tout facile, mais on va y arriver. Parce que même si ce n'est pas facile, on va se battre, on ne va pas se laisser faire. Le Congo gagnant compte mettre en place des ateliers de réflexion, des formations pour aider les jeunes à entreprendre. Parce que nous ne pouvons pas tout attendre que de l'État congolais. Il faut que nous-mêmes aussi, nous puissions nous prendre en charge, nous jeunes. Jeunes, assure-toi de faire quelque chose. Jeunes, propose quelque chose. Donc c'est un peu ça, leur former, leur pouvoir les rendre utiles à la société à travers leurs propres connaissances à eux-mêmes. L'entrepreneuriat, un terrain glissant, dans le sens que beaucoup de difficultés. Il y a aujourd'hui certaines personnes qui terminent, ils sont licenciés, gradués et tout consort, mais ils se voient aller faire de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous encouragez cela? Oui, j'encourage cela parce que nous sommes dans un pays où le système économique n'est pas très au top. Parce que déjà nous sommes un pays importateur à 80%, nous sommes un pays qui importons beaucoup. Alors si nous-mêmes nous pouvons changer, c'est d'abord cette caractéristique-là en produisant nous-mêmes, en se donnant nous-mêmes à faire des choses. Nous avons 80% des terres arables en République démocratique du Congo. Donc on a besoin de la main-d'œuvre. Il faut cultiver, par exemple, je vais me baser sur l'agriculture. Il faut vraiment faire des choses, il faut vraiment produire pour essayer un peu de changer la donne. Parce que quand on est un pays importateur, donc nous dépendons des autres. C'est un peu ça en quelque sorte. Et à travers ces ateliers de formation, à travers ces ateliers de réflexion, nous arrivons à responsabiliser les jeunes face à cette situation qui commence vraiment à déranger. Merci beaucoup. Ce sont des choses qui vont commencer, ça n'a pas encore commencé. Oui, ça va pas. Alors prenons les accords signés. D'abord, l'accord signé aux États-Unis d'Amérique, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix, mais jusque maintenant, sur le terrain, rien n'est fait. Comment vous le constatez? Bon, rien n'est fait, et là c'est votre constat. Moi je pense que... parce que nous parlons du terrain. Il y a des massacres qui continuent toujours. Nous parlons de l'exécution de cet accord, pour bien dire. L'accord prend du temps. L'accord prend du temps, mais je pense que c'est un accord de l'espoir, parce que je ne vais pas tout en plus vous rappeler que nous ne sommes pas le premier pays à avoir signé cet accord avec l'USA. Je vais par exemple prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite en 1944 qui avait eu à signer ce genre d'accord en proposant leurs matières premières
aux États-Unis à l'époque du président Roosevelt. Je vais prendre encore l'exemple du Koweït qui avait aussi à le faire lors de la guerre Irak-Iran, quand Iran plutôt voulait les annexer. Ils ont eu à proposer aussi cette situation d'un accord avec les États-Unis. Donc je pense que c'est un accord de l'espoir et avec le temps, je crois que les choses peuvent avancer, peuvent évoluer. Vous ne voyez pas qu'il y a la confusion dans l'accord quand le Rwanda demande à la RDC de désarmer les FDLR. Or, les FDLR sont dans les territoires où les rebelles de M23 occupent. Le problème du FDLR, parce qu'il faut pas tout au plus oublier que quand on va dans une négociation, on est obligé de faire des concessions. Même si nous savons que leurs concessions, elles sont fausses, elles sont des fausses allégations, des fausses accusations, parce que ils pensent que c'est nous qui armons les FDLR, qui est une branche milice ou une armée des côtés qui les combattent. Je pense qu'à travers cet accord, on a eu à faire des concessions pour trouver la paix. Le problème, ce n'est pas d'avoir tout au plus raison sur un sujet bien spécifique des FDLR, l'armée rwandaise, l'armée congolaise. Non, c'est de pouvoir trouver la paix. C'est d'abord dans cette vision des choses que cet accord a été signé pour trouver la paix et rétablir la quiétude des habitants de l'Est du pays. Et pensez-vous que cela se fera en Rwanda les minéraux ou en donnant les minéraux gratuitement aux Rwandais? Non, ce n'est pas, on ne donne pas des... Parce que nous avons vu dans l'accord, il y a une place où l'État du Rwanda viendra travailler avec la RDC sur lac Kivu, et aussi on a parlé de certains parcs nationaux, mais la RDC, on ne voit pas là où la RDC ira au Rwanda. Vous ne voyez pas que vous avez échangé, on a échangé la paix et aux minéraux ou à la richesse de la République démocratique du Congo? Non, je ne pense pas que c'est ça. Parce que déjà par la proximité des deux pays, on serait toujours obligé de cohabiter. Tellement que le Rwanda et la RDC sont tellement proches, les États-Unis, soit nous-mêmes, nous sommes décidés de pouvoir travailler ensemble. Nous serons toujours obligés de travailler à travers même nos minéraux, même leurs minéraux, et de pouvoir toujours travailler ensemble vu la proximité qu'il y a entre la RDC et le Rwanda. Je pense que c'est à cause de cela qu'on doit travailler en synergie avec eux. Parce que vu les lieux, vu l'environnement, nous sommes très proches. Nous ne pouvons pas faire autrement. Eh bien, plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, la RDC oublie tout pour essayer de parler mieux avec le Rwanda. Vous ne voyez pas que c'est un état de faiblesse? La RDC n'oublie pas tout parce qu'il y a une enquête donc, que la Cour pénale internationale est en train de faire. Dernièrement, on avait vu le président de la Cour revenir en RDC pour déclarer ouvertement qu'il y aura des enquêtes qui vont être menées. Le président aussi des États-Unis a eu aussi à les déclarer ouvertement qu'il y a eu des massacres qui sont passés, qui s'étaient passés à l'est du pays. Je pense que ce n'est pas oublié. Au moment venu, au moment voulu, il y aura des enquêtes et le Rwanda sera face à ces actes. Comme nous parlons d'une émission d'actualité, nous changeons les chapitres, mais toujours en sécurité. La RDC a eu aussi ils ont signé une déclaration de principe avec les M23. Comment vous avez salué cela? Bon, déjà, il faut savoir que le président de la République, étant père de la nation, il est censé trouver une certaine forme de cohabitation avec tous ces gens-là, même ces rebelles-là. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un accord des principes ou quoi que ce soit. Bon, même si c'est dit un accord des principes, c'est juste que le président de la République, comme père de la nation, a voulu échanger aussi avec eux et savoir leurs préoccupations, pourquoi ces actes. Donc, c'est un peu ça. Eh bien, pourquoi attendre que les gens meurent? Bon, il y a eu beaucoup de pertes, mais aussi matérielles, Goma tombé, Bukavu, et aujourd'hui parler avec ces gens-là. Nous sommes devant un fait accompli. Nous n'allons pas commencer à ressasser les passés à tout moment. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas oublié. On peut dire que la RDC dans les temps de faiblesse. Non, pas dans les temps de faiblesse. La RDC est en recherche de paix. La RDC est en recherche de paix, ce n'est pas un état de faiblesse. Discuter avec... et discuter avec les gens qui ont été considérés comme des coquilles vides, des pantins. Oui, mais suite à l'accord, je pense, suite à l'accord qui a été signé aux États-Unis et l'accord aussi qui s'est fait à Doha, qui s'est présenté comme médiateur, je ne vois pas en quoi serait où est le mal si le président de la République se décide
ou changer d'avis maintenant, de pouvoir discuter avec eux pour comprendre leurs problèmes. Vous ne voyez pas qu'en parlant avec les rebelles de M23, c'est une façon d'innocenter aussi le Rwanda? Non, parce que nous traitons directement avec le Rwanda aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas avec ces supplétifs-là. C'est avec le Rwanda que nous sommes en train de traiter. Mais quand ici, on désire, on a toujours tendance de désigner qu'aujourd'hui, les problèmes du Congo est entre Congolais. Oui, mais c'est une technique que le Rwanda avait su mettre en place. C'est de pouvoir prendre certains de nos compatriotes en leur influençant de manière négative pour faire croire à l'opinion que cette guerre est une guerre plutôt inter-congolais entre le Congo. C'est un peu ça, c'est une technique que le Rwanda avait à faire. Mais le président de la République, avec toute sa sagesse, il le comprend, il a dit non. Pourquoi ne pas aussi discuter avec ces gens-là qui ont été manipulés? Parce qu'en essayant de leur faire appeler à une certaine forme de raison, je ne vois pas où est le mal et où serait le problème. Bon, malgré les efforts diplomatiques du chef de l'État, mais l'opposition congolaise demande un dialogue inclusif. Comment vous trouvez ça? Mais il n'y a pas un problème si l'opposition... Pensez-vous que le dialogue pourrait être aussi une solution fiable? Le dialogue, si ce n'est pas dans un but de partage de pouvoir, ça peut être une solution fiable parce que l'opposition, c'est une opposition républicaine. Donc même ces statuts-là est reconnu par la Constitution. L'opposition peut aussi proposer au pouvoir en place des solutions. Parce que l'opposition, ce n'est pas que tout refuser, non. L'opposition d'une nation doit aussi proposer, au-delà des critiques qu'elle peut émettre, elle a aussi des propositions à proposer. Pendant que les gens cherchent l'unité nationale, la Cour militaire ouvre le dossier contre l'ancien président de la République. Vous ne voyez pas que la République est en train de chercher quelque chose et son contraire? Non, en ouvrant un procès ou en mettant quelqu'un devant ses actes, comme je voulais le dire, même avec le Rwanda, ça arrivera. Ce n'est pas que parce que nous sommes maintenant ensemble que nous voulons discuter que nous allons vous exempter de vos actes ou vous êtes lavé parce qu'il y a un dialogue. Non. C'est pour vous montrer, comme je vous disais, nous sommes dans la logique de parler avec tout le monde. Mais tout le monde aussi sera devant et devra faire face à ses actes. Voilà, les présidents honoraires est devant la cour militaire. Nous attendons, nous regardons les procès. Quelle sera sa sentence? Donc vous ne voyez pas que c'est un procès un peu politique, vu qu'il il est reproché de rien, mais quand même. Si, comment ça, il est reproché de rien? Il est reproché de quelque chose, forcément. Ce n'est pas pour rien que la cour militaire annonce un procès contre lui ou le fasse. Je pense qu'il y a des faits qui lui sont reprochés et qui sera connu tout autour de ces procès. Merci pour cela. Comme nous sommes déjà à la justice, oui. Prenons la justice. Kossa Mutamba aussi, évidemment, poursuivi par la justice, entre parenthèses, les détournements de 19 millions de dollars qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont encore dans la banque. Nous jeunes, nous nous indignons face à cette façon de faire plutôt injuste que nous nous trouvons à l'égard de M. Constant Mutamba. Je pense que, comme vous l'avez dit, l'argent est là. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on les poursuit, de quoi on lui reproche. Mais on a dit dans le dossier qu'il y a eu des erreurs administratives, que la personne consultée pour mettre en œuvre le projet, la société n'était pas sérieuse, il y a eu beaucoup d'erreurs, raison pour laquelle il est poursuivi. Bon, il peut être... Est-ce qu'on peut amener des fautes administratives dans le pénal? Je ne pense pas. Mais bon, s'il y a des fautes administratives, je ne pense pas qu'il méritait de faire beaucoup des années plus tôt en prison. Voyons voir d'abord quelle sera la sentence, comment se déroule le procès pour pas donner de manière... Lui qui était considéré comme un populiste au pouvoir dans les gouvernements? Non, ce n'était pas un populiste, c'est quelqu'un qui a travaillé. Parce que si nous allons dans les rues, nous demandons à chaque Congolais de citer un ministre qui s'est distingué dans ce gouvernement, tout le monde ne manquerait pas à citer Mutamba. S'il n'est pas les premiers, il sera au moins parmi les 5 premiers. Je pense que ce n'est pas du populisme, c'est juste que la population a su s'approprier sa manière de faire et sa méthode, qui était appréciée par beaucoup. Je pense que Mutamba n'était pas un pseudo-populiste comme on veut lui attribuer. Je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui était très dynamique quand il était à la tête du ministère de la Justice. Retournons à Kinshasa. Mais la première actualité à Kinshasa, c'est l'interdiction des gens qui demandent de l'argent pour aider parfois des cas de malades. Nous,
en tant que chrétiens ou africains, on considérait cette pratique-là comme un don de charité, tout ça. Et le gouvernement décide de mettre fin à cela, mais sans des mesures préventives, vous voulez dire. Non, je pense que c'est à travers le ministre de la Santé, M. Patricien Congo, qui a eu à prendre ces décisions à travers ses communiqués. C'est pour d'abord protéger les gens qui sont en état de maladie, parce que exposer peut-être des enfants qu'on voit, des enfants qui sont très souvent, plutôt très souffrants, des enfants qui sont exposés autant au soleil juste pour quémander de l'argent. Ça, c'est aussi nuisible pour leur propre santé. Voilà pourquoi il ne serait pas... Mais vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de moyens, ils sont venus sur la rue pour demander de l'argent. Il n'a pas de moyens, mais il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Comment le faire? L'hôpital aujourd'hui coûte cher. Déjà, vous savez comment les médicaments coûtent cher. Nous les savons que les hôpitaux et les traitements coûtent cher. Mais ce n'est pas en leur exposant que la solution viendra de là. Parce que quand ils sont exposés là-bas, combien ils leur donnent? Est-ce que tout cet argent qu'on leur donne pourrait réellement couvrir les frais de tous ces malades-là? Et en plus, surtout, il y a des gens de mauvaise foi qui commencent à les réutiliser. Chaque jour, on a pour commencer à se faire un peu d'argent. Donc, il y a aussi une part de malhonnêteté avec tous ces gens-là qui présentent des gens malades qui demandent de l'aide. Bonjour, moi, qui dans le sens que, parce qu'il faut tout le bilan. Population va bien. Donc, à côté, les mabungu, parfois, ceux qui les louent, ou soit l'opi, au fur et à mesure, les mini-semaines, peut-être on doit avoir un problème à 4 ou soit quoi, ou soit au niveau des yeux. Mais quand même, dans une semaine, pas un moment, pas qu'il y a l'hôpital. Mais les lots, gouvernement a bouillango. Et puis, mesure au gouvernement sur ces plans-là, bateau et pena baza sans abri, baza la montée, à cause ça là, ndenge nini. Mais tant au ministre de la Santé, Azimokano, on a repris que ça va en balabala. Peut-être il a aussi eu des dispositions pour pouvoir les récupérer d'une certaine manière. Parce que je n'ai pas lu les communiqués, mais je vais avoir quand même cette décision à travers la télé, à travers un média où ces ministres a eu à passer. Mais je pense que c'est une bonne aussi solution pour empêcher cette mauvaise foi qui s'est pratiquée derrière ces enfants-là souffrants. Parce que c'est d'abord dans l'optique de pouvoir empêcher cela. Yo, le but que pendant une semaine, tellement on a pu mais une semaine, qui est dans magasin. C'est toujours les mêmes personnes. Ah, on a alors, bon, ça va changer à tant mieux alors, mais c'est une... Mais ce qui est accord que bazoa kambongo pour balayer à ba famille na bango. Au moins qu'ils a mobilité dans le sens que pays les autres traverser battant. Pays les autres traverser battant mais routine d'autres ça la mouibi. Pays les autres traverser battant mais routine da hotel ko sabato za lukuta to iskoke bat. Luka na ndenge oelongo bani ko lukate ko lukako ko iskoke ko sarabatu ko itizaraba na moko boy non. Biso nyonso peyango comme tu viens de le dire, ils en attendent des difficultés. Mais petit nibisote to iba to salabat ma bo ça to kosa. Donc c'est ça aussi, voilà pourquoi je disais l'importance de la structure Congo gagnant, c'est de pouvoir toucher d'abord la conscience de l'homme congolais. Il faut que l'homme puisse d'abord penser différemment. Pas dans ses pratiques. La faiblesse n'est pas une option pour pouvoir voler, piller ou soit mentir aux gens. Il faut d'abord changer, nettoyer cette mentalité-là. C'est d'abord la tête. Quand la tête du peuple congolais ou ça de l'homme congolais changer, et vous verrez que toutes ces pratiques n'auront pas lieu. Kinshasa, ça dit aussi la tête. Embouteillage, problème, transport, problème. Mais on vous sent que vous faites partie de l'Union sacrée quand même. C'est ça? Oui, on fait partie de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez les lots contents dans la gestion de la ville de Kinshasa? La gestion de la ville de Kinshasa, en tout cas par rapport aux situations que nous sommes en train de vivre, nous ne sommes pas tellement satisfaits de l'exécutif qui est en place. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits des exécutifs. Comme vous l'avez eu à les mentionner, les embouteillages, tout ce qui va avec l'emploi, l'entrepreneuriat, comment des jeunes souffrent. Donc nous ne sommes pas vraiment satisfaits de l'exécutif. Je pense que vous avez déjà eu à proposer des pistes de solutions, déjà à votre niveau. Oui, on a eu à proposer des pistes de solutions, mais ça ne se ferait pas dans l'attente provinciale, plutôt dans ces cercles provinciaux. C'est plutôt au niveau national qu'on avait eu à demander au chef de l'État, comme lui-même il avait eu à le dire, le chômage ne peut pas se résoudre en engageant tout le monde dans l'État, parce que ce n'est pas tous les jeunes. Imaginez, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants où la majeure partie sont jeunes.
Donc tous ces jeunes-là ne peuvent pas travailler chez l'État ou vous ne voyez pas que c'est l'irresponsabilité aussi de l'État. Dans l'État, qui est appelé à définir même le système. Les systèmes, oui. L'État, c'est dans l'apanage de l'État. Voilà pourquoi l'État doit penser autrement à part la fonction publique. Et comment penser autrement, c'est l'entrepreneuriat. Il y a eu des structures qui ont été mises en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs et les former. Mais malheureusement, nous constatons que ces structures sont dans les népotismes, sont dans les clientélismes, sont dans des affinités. Ils commencent à choisir des jeunes selon eux, selon leurs affinités qu'ils peuvent aider, qu'ils peuvent financer. Voilà pourquoi nous avons eu à dénoncer que le chef de l'État puisse peut-être changer des animateurs de ces structures-là ou pouvoir créer vraiment, ou ça donner des fonds conséquents à ces structures pour pouvoir aider les jeunes qui sont en panne des solutions dans leur vie sociale. On sent que la jeunesse est déterminée. La plupart d'entre eux ont créé des mouvements, des structures, des bases. Mais jusqu'à maintenant, on ne sent pas vraiment l'impact de ces mouvements. Qu'est-ce qui bloque? Les financements, les jeunes font avec leurs moyens de bord. Parce que par exemple, moi, avec la structure, on n'a pas les moyens de pouvoir enrôler ou former plus de 200 jeunes. Nous les faisons avec 50, 60 ou 70. C'est juste le moyen qui nous manque. Mais je pense que ce n'est pas aussi aux structures de pouvoir pallier à cette solution parce qu'il y a un ministère qu'on appelle le ministère des petites et moyennes entreprises. Il y a le ministère de l'industrie, il y a un ministère de la jeunesse. Il y a des ministères qui sont censés vraiment faire du travail. Mais malheureusement, on constate qu'ils sont absents. Et c'est ça le problème. Gouvernement d'unité nationale s'annonce à bientôt. Est-ce qu'on peut penser qu'Yeriben peut faire son entrée? Pourquoi pas? Vous avez plusieurs casquettes. Pourquoi pas? En tout cas, si Dieu le veut, pourquoi pas? Mais bon, les problèmes, ce n'est pas que moi, individuellement, je puisse faire mon entrée. Il faut qu'il y ait des gens méritants, il faut qu'il y ait des gens compétents. Mais quand même, vous méritez quand même. Oui, nous méritons, mais si le choix du chef de l'État n'est pas porté à ma personne... Admettons que c'est tombé sur vous. On va travailler, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mais la solution n'est pas d'abord de se présenter comme moi-même étant solution pour résoudre tous les problèmes, non. C'est de pouvoir mettre des gens compétents, des gens qui méritent valablement de pouvoir faire ce travail ou de pouvoir exercer les postes où ils seront nommés. Nous sommes en train de chuter les gens. Aujourd'hui, ils ont ce le gouvernement à FCC Cash. L'Obikuna, c'était l'Union Sacrée avec Sam Lukonde. Indé, Sam Lukonde Jit. Aujourd'hui, on parle de JTD. Mais on ne sent pas vraiment l'impact sur le terrain dans la façon de résoudre des problèmes tant entendus de la population. Déjà, je veux émettre une statistique. En RDC, il y a plus de 100 millions d'habitants pour 9 000 entreprises enregistrées. En Afrique du Sud, il y a 60 millions d'habitants pour 4 millions d'entreprises enregistrées. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu ces décalages. Pourquoi les problèmes majeurs qui rongent ces pays, c'est le chômage. Comment offrir le chômage, plutôt comment résoudre ce problème du chômage, c'est à travers l'élevé de l'entrepreneuriat. Comme moi, par exemple, je suis en train de le dire à tous les gens ou tous les jeunes gens qui nous suivent, la seule façon d'y remédier face au chômage, c'est l'entrepreneuriat. La question, ce n'est pas du gouvernement PAS, gouvernement X, gouvernement Y. Il faut que d'abord nous-mêmes, les jeunes, nous puissions être consciencieux. Consciencieux de ce que nous voulons faire. Il faut arrêter de se plaindre, il faut prendre notre responsabilité en main. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de pouvoir se former, c'est de pouvoir te rendre utile d'une certaine manière, de pouvoir apprendre. S'il n'y a pas de moyen de faire les universités ou de poursuivre des études académiques, de pouvoir te former pour pouvoir proposer, pour pouvoir être utile. Et c'est comme ça, si tout le monde ou tous ces jeunes-là qui disent qu'ils sont recensés comme de jeunes chômeurs, parce que nous sommes dans un pays, sans vous les mentir, nous sommes à 70% des jeunes sont au chômage. Donc si les jeunes arrivent à prendre leurs responsabilités, et vous verrez vous-même et nous verrons que l'économie peut quand même chuter en étant un pays importateur. Nous pouvons devenir un pays exportateur, un pays qui arrive à produire, un pays qui arrive à changer les choses. Nous sommes en train de chuter. Si vous avez un message à dire à toute la jeunesse, surtout, qui aujourd'hui représente plus de 70% dans la population congolaise.
Comme je venais de le dire en chutant, quand vous avez eu à me poser la question, je demanderais juste à la jeunesse de pouvoir se prendre en charge. La jeunesse doit se prendre en charge parce que c'est comme ça nous pouvons inverser les valeurs. La jeunesse se prendre en charge, c'est de pouvoir, comme je venais de le dire, se former, de pouvoir apprendre, de pouvoir se rendre utile dans la société. Ne vous abattez pas sur votre sort, il n'y a pas de moyens, nous ne pouvons pas continuer, il n'y a pas d'argent pour atteindre au bananiloko, il faut moi bandana oyo yo zali nango. Moi je vais prendre par exemple mon exemple, je suis orphelin des pères et des mères, des pères et des mères plutôt. J'ai eu à écrire même un livre qui sortira d'ici le 4 septembre qui parle de la vie d'un orphelin. Malgré 100 parents, malgré les situations des familles, malgré les rejets de tout le monde, j'ai réussi quand même à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis millionnaire, je ne dis pas que j'ai autant réussi, mais j'arrive à faire avec les moyens de bord. Voilà pourquoi en passant aussi, je saluerai un % plume de M. Benix, la maison d'édition, qui est en train de faire un travail fantastique dans la conception de mon livre qui sortira. Vous êtes aussi écrivain? Oui, j'écris aussi. Ça serait mon tout premier livre. D'accord, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Retrouvons-nous très prochainement avec les mêmes aventures. Ciao.